de chantier. Ceci est un message de Soleil FM. Sans langue de bois. Saturnin Josu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il s'appelle Victor Prudent Tokpanou. À tous ces titres et expériences qu'on lui reconnaît, on peut volontiers ajouter désormais premier rapporteur du dialogue politique version Patrice Talon des 10, 11 et 12 octobre 2019 et un des principaux acteurs de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. S'il est vrai qu'il n'est pas un des députés à l'Assemblée nationale ayant acté l'inédit, il n'est pas faux de dire qu'il aura tout de même signé son avant-projet. Lui, Victor Tokpanou, hier encore très critique de certaines réformes politiques pensées par le laboratoire de la rupture, les dénonçant par lettres ouvertes et tout autre support médiatique à sa portée. Lui qui y a livré tout un combat intellectuel pour que les dernières législatives ne soient pas ce match amical dont les résultats seraient une anomalie pour la démocratie béninoise, telle que nous l'avons connue depuis 1990. Lui, Victor Tokpanou, Vlan, se retrouve rapporteur d'un dialogue politique tout aussi exclusif que les législatives et prête sa plume à une révision de la Constitution pour une législature de cet acabit. Quelle incohérence, s'exclament certaines langues qui font siffler sur sa tête tous les noms d'oiseaux. Victor Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Et pour vous recevoir ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Landry Salanon, mon confrère de la rédaction de Sika TV, notre partenaire sur cette émission. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Saturnin Josu, professeur Victor Prudent Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Saturnin Josu le rappelait il y a quelques instants. Professeur, vous avez été le rapporteur général au cours du dialogue organisé par le chef de l'État Patrice Talon du 10 au 12 octobre dernier. Après, vous avez fait également partie du comité des experts. Voilà. Et puis, les députés ont voté donc dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier le projet de loi de révision, portant révision de la Constitution. Enfin satisfait, professeur Victor Tokpanou? De quoi? Oui, l'aboutissement. On pourrait dire que c'est enfin. Vous avez quand même contribué à ça. Oui, enfin, c'est très gentil de chercher des boucs émissaires. Ce qui signifie simplement un certain aveu d'impuissance. À force de ne pas pouvoir s'attaquer aux vrais auteurs, on préfère chercher des auteurs dérivés. Je me permettrai juste de revenir un court instant sur pardon, la présentation faite par Saturnin en disant que j'ai signé un avant-projet. Je ne suis pas sûr qu'il sache de quoi il parle, ce qui n'est pas de son genre d'habitude. Non. Je crois que c'est l'occasion de recadrer les débats. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en participant aux travaux, en étant un des experts ayant suggéré, parce que c'est de vos recommandations, vous avez parlé alignement du mandat, il faudrait qu'on puisse prendre des dispositions données, et ça nous amène à la révision de la Constitution. Est-ce que ce n'était pas déjà, même si ce n'est pas sur papier, un avant-projet de façon verbale de la révision de la Constitution qu'on avait là? Non et non. Ce ne fut pas un avant-projet. Pour deux raisons. Il y a, me semble-t-il, une confusion qui s'est glissée dans l'esprit de nos compatriotes. Le comité technique n'était pas une commission constitutionnelle. Je pense au moins que vous êtes d'accord pour ça. Bien. Il faut apprendre à être précis, parce que attaquer les gens, les livrer en pâture, entre guillemets, aux chiens, pour reprendre une vieille expression, c'est trop facile, en se cachant derrière des inexactitudes, des mots, des déviations, etc. C'est le moment de clarifier tout ça. Oui, c'est bien pour ça que je suis là. Il y a eu effectivement un dialogue à la suite des législatives exclusives. Vous l'avez très bien rappelé, je fais partie de ceux qui s'étaient battus pour qu'on n'y en arrive pas. Voilà. Pour moi, c'était un principe. Il fallait tout faire pour qu'on n'arrive pas à ces élections législatives. Vous avez parlé de cette lettre ouverte. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais dans les mêmes termes. Bien. Mais malgré mon implication, malgré
mes interventions successives, les élections ont eu lieu. Dès qu'elles ont eu lieu, ce n'est plus à moi, le professeur, de continuer cette lutte. Pour moi, c'était les acteurs politiques de l'opposition de poursuivre ce combat. Je note que jusqu'à présent, la législature continue de se dérouler. À côté de ça, le président de la République prend l'initiative d'organiser un dialogue. Très bien. Le président de la République demande à m'associer, je dis banco, pourvu que ça serve à quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai combattu les élections législatives que lorsqu'on me dit qu'il y a une porte de sortie, fût-elle étroite, je ne la prenne pas. Moi, je la prendrai. Je note, et pour montrer la cohérence dans mon action, plus personne ne parle de la loi d'amnistie qui a été votée dans la foulée de la révision constitutionnelle. Nous allons parler de ça, c'est prévu. Mais c'est important de le rappeler, parce que pour moi, ce fut déjà une victoire insuffisante. J'ai eu l'occasion de dire par ailleurs qu'il s'agissait d'un petit pas dans la bonne direction. Demain, si le président de la République prenait à nouveau une initiative qui permette de régler les problèmes, le problème des exilés politiques qui sont à l'étranger, je m'y associerai dans les mêmes conditions. Et si après-demain, il y a une ouverture sur un autre aspect, vous me retrouverez là-bas. Donc ne soyez pas surpris que toutes les fois où on prendrait une initiative pour essayer de régler les problèmes de la société, qu'on m'y trouve. Pour moi, il n'y a absolument aucune incohérence. Et si vous permettez, par rapport à la question de la révision constitutionnelle, effectivement, lorsque nous sommes allés au dialogue, j'ai découvert brusquement que plus aucun de nos compatriotes ne savait ce que signifiait rapporteur général. Voilà, brusquement. On a eu le sentiment que rapporteur général, c'était le monsieur qui avait la plume de tout ce qu'on devait dire. Non, le rapporteur général a toujours été un fidèle et loyal transcripteur des discussions. Cela veut dire que vous n'avez pas influencé la discussion. En rien. Vous étiez là juste pour prendre note. À moins que vous un secrétaire du dialogue. Il y avait, absolument. Et il y avait un modérateur facilitateur qui, lui, pouvait influencer le dialogue. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le simple fait d'avoir accepté d'être rapporteur général peut susciter autant de déferlement, de haine, je dirais des noms d'oiseaux, comme vous avez dit. Franchement, pour moi, c'était révélateur de deux choses. Et je finis là. Premièrement, un état d'intolérance avancé de notre vie politique. Plus personne n'accepte la différence. Plus personne. Parce que vous posez un acte ou parce que vous tenez des propos différents des autres, voilà, on vous livre à la vindicte. Et ça, c'est très dangereux, pas pour aujourd'hui, même pour demain, dans le moyen, dans le court terme. Et enfin, quand on a demandé à la fin du dialogue de mettre en place un comité technique, on n'a jamais dit qu'on mettait en place une commission constitutionnelle. Et quelle était la tâche du comité technique? On va y revenir, si vous permettez, parce qu'on a cette question quand même à aborder. Vous avez parlé à l'entame de cette émission d'un certain aveu d'impuissance. Quand les gens ne savent plus à qui s'attaquer, on cherche des boucs émissaires. Mais vous avez également dit tout à l'heure, professeur Victor Topane, que dès lors que vous avez, vous, au départ, combattu la révision, qu'à un moment donné, les acteurs politiques n'ont pas pris la suite. Est-ce que vous-même, c'est un aveu d'impuissance que vous êtes en train d'un aveu d'impuissance que vous êtes en train de nous parler? Vous avez fait ce que vous avez pu, mais finalement, vous savez plus que vous êtes résigné. Oui, résigné. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Pourquoi moi et pas vous? Je suis béninois comme vous. Non, il y a une crise. Non. C'est-à-dire que si je réponds à cette question, je vous la retourne aussitôt derrière. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas en situation, moi, à titre personnel, d'agir sur les événements. Je l'aurais fait en tant que quoi? En tant qu'enseignant à l'université d'Abomey-Calavi? Ou bien vous, est-ce que vous auriez pu le faire simplement parce que vous êtes journaliste? Non, vous faites ce que vous avez à faire, vous prenez vos positions. Au besoin, lorsque vous avez le sentiment que le débat se déroule sur des pans plutôt biaisés, vous essayez de recadrer. Voilà, ça c'est le rôle d'un enseignant. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais hésité, je ne l'ai jamais fait en tant que président de parti, et Dieu seul sait que j'étais président d'un parti, mais ça, on reviendra là-dessus, compte tenu de mes convictions. Ça fait depuis 2013-2014 que ce parti ne fonctionne pas. Vous parlez de parti FUR? Oui, non, FUR. Et quand il s'est agi, quand il y a eu la nouvelle loi sur la charte des partis, et qu'il y avait 6 mois
pour faire une mise en conformité, faute de quoi vous disparaissez. Je ne me suis jamais empressé de le faire. Et par après ça, est-ce que vous m'avez jamais vu dans le bureau d'un parti dit de l'opposition? Est-ce que vous m'avez vu dans le bureau de l'USR? Est-ce que vous m'avez vu dans le bureau de FTD? On n'a pas besoin de s'afficher dans un bureau quand on porte des convictions. On vous a vu par exemple dans les rues de Cotonou ce jour où quand l'opposition marchait contre les élections, je crois que c'était le 11 mars dernier. C'est des convictions personnelles que je défendrai et je défendrai toujours. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez toujours à défendre ces convictions? Bien sûr. Bien sûr que si. Tout en faisant Je ne sais pas où est la contradiction. Oui, est-ce que finalement on peut accepter les actifs et rejeter les passifs? C'est-à-dire au départ, vous avez dit je m'engage dans une certaine lutte. Vous avez dit à un moment donné quand je ne peux plus, voilà, ce n'est plus à moi de continuer. Est-ce qu'en partie, il ne faut pas hériter, j'allais dire, de la totalité de la chose? Vous ne pouvez pas, M. Salano. Vous ne pouvez pas. Au nom de quoi vous seul, sur vos épaules, frêles, vous pouvez porter toute une société? Au nom de quoi? Non, dans la vie, on choisit ses combats. Aucun individu n'est capable, seul, de mener tous les combats d'une société, même pas de sa vie. On choisit ses combats dans la vie. Est-ce que de 2016 à 2017, pour vous qui avez la mémoire journalistique, est-ce que vous m'avez jamais vu intervenir dans la vie politique? Non. On ne m'a revu dans la vie politique qu'à la faveur de la première tentative en 2017 de la révision constitutionnelle. Si vous ne l'avez pas, cette mémoire, moi je l'ai, puisque c'est de moi qu'il s'agit. Et donc, c'est parce qu'il y a eu un sujet, me semble-t-il, d'importance capitale pour notre société que je me suis dit, je ne peux pas continuer de rester dans mon coin, il faut que j'opine là-dessus. Je l'ai fait et je ne regrette pas. Si c'était à refaire demain, je le referai. Mais écoutez, il y a une crise. Même si certains autour du président de la République, pendant longtemps, ont nié l'existence d'une crise. Et le président dit, il faut s'en sortir. Donc, on ne pose pas ces problèmes en tête. On propose une voie. Il y a ceux qui disent, on saisit cette voie. Même si ce n'est qu'un petit pas dans la bonne direction. À charge pour cette voie-là d'être suivie par d'autres voies. Et en face, il y a ceux qui disent, non, il ne faut rien faire. Et qui préfèrent le statu quo. Est-ce que l'exigence, on a formulé des souhaits. Oui, du chaos. Revenons sur cette voie prescrite par le président de la République. Oui. Est-ce que pour vous, Victor Tokpanou, dès l'entame, c'était une voie crédible qu'indiquait le président de la République? Est-ce que c'était susceptible de nous sortir de cette crise-là, puisque c'est ce que nous souhaitons tous? Oui, le problème, c'est que moi, je me souviens que je n'ai pas oublié les différentes revendications de l'opposition. C'était quoi? Il y en avait plusieurs. Mais les trois principales qui revenaient en boucle, premièrement, c'était la libération des détenus politiques. Deuxièmement, le retour des réfugiés, des exilés politiques. Troisièmement, la reprise des élections législatives. C'était les principales. Il y en avait certes beaucoup d'autres, notamment la correction de certaines lois qui ont conduit à la situation dans laquelle on se trouvait, notamment le code électoral, l'achat des partis, etc., etc. Bien. Quand ils ont dit ça, et le président dit, au terme de cette discussion, en fonction des solutions que vous proposez, on verra. Le président ne s'est même pas engagé de façon définitive. Et moi, je constate que ce dialogue-là a conduit à une loi d'amnistie qui permet de libérer des Béninois, pas des étrangers, des Béninois qui croupissent dans les geôles de notre République depuis plusieurs mois. Mais je trouve qu'il n'y a aucune raison de ne pas le tirer. À propos, pensez-vous au sujet de cette loi d'amnistie que les vrais bénéficiaires, en tout cas ceux qui en avaient le plus besoin, étaient ceux-là qui étaient incarcérés? Vous pensez que il n'était pas temps que quelqu'un comme le président Boni Yayi soit lavé de tout ça? Il faut que ça aboutisse. J'allais vous demander, des personnes qui auraient participé à des attroupements non autorisés, qui auraient été auteurs de troubles à l'ordre public, qui risqueraient, au vu du code pénal, quelques mois de prison, et d'autres personnes qui ont tiré sur des populations et qui pourraient s'en sortir avec une peine plus lourde, qui avait en réalité besoin d'une loi d'amnistie? Je ne sais pas si vous êtes sincère quand vous posez cette question, parce que si vous la posez, je suis désolé, mais la maman, le papa d'un des enfants emprisonnés pour délit d'opinion, il sera capable de vous couper la tête, parce que lui aura tiré bénéfice de cette loi-là. Après, on peut toujours faire des priorisations, mais à quoi ça sert fondamentalement? Et en plus, là vous avez touché un sujet important. Est-ce que vous savez que ne peut bénéficier d'une loi d'amnistie que des gens connus?
Il y a des inconnus dans le dossier? Oui, puisqu'il parle de... Les inconnus, c'est qui? Ceux qui ont tiré. Mais voilà. Est-ce que, vous les avez identifiés déjà? Est-ce que c'est parce qu'on ne les connaît pas ou donc ils n'en bénéficient pas? Ou c'est parce qu'on ne veut pas les connaître? Non, attendez, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Ne peut bénéficier d'une loi que des gens connus. D'accord? Bien. Ce qui veut dire que ceux dont vous parlez, à mon sens, n'étant pas encore connus, ou du moins pas du grand public, ne pourront pas bénéficier de cette loi. Est-ce qu'on vous a dit ça? Pourquoi vous faites cette intoxication? Non, permettez. Si plus tard on les identifiait, oui, ils ne bénéficient donc pas à mon de sens, la loi non. d'amnistie. Et juridiquement, ça n'a pas de sens. Non, pour ce Victor, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il ne faut pas non plus intoxiquer l'opinion de façon aussi facile. Je voudrais renchérir un peu. Nous ne sommes pas là pour intoxiquer. Ça me rassure. La préoccupation de Saturnin Djossou par rapport à la voie qui a été choisie. On a eu recours à une loi d'amnistie. On sait que la loi permet d'abandonner toute poursuite engagée ou bien de tout ce qui est là. Mais pourquoi ne pas peut-être avoir recours à la grâce présidentielle? On sait qu'il faut peut-être aller au bout de la condamnation et des condamnations définitives pour pouvoir le faire. C'est-à-dire l'amnistie, mais tout un paquet, c'est-à-dire que les personnes identifiées ou pas, qui auraient peut-être tiré ou bien les donneurs d'ordre, en bénéficient éventuellement, identifiés ou pas, professeur, et que peut-être si on allait au niveau de la grâce, c'est-à-dire, voilà, on doit clairement identifier les gens. C'est la méthode qui est choisie qui pose problème. Votre opinion en tant qu'enseignant? La méthode ou le moyen? Le moyen, j'allais dire, qui est choisi. Non. Je crois qu'il faudrait dépassionner le débat. Non, vous savez très bien, et vous l'avez dit, mais il faut le redire. La grâce eût supposé une condamnation définitive à laquelle on ajoute un comportement, entre guillemets, exemplaire pendant au moins une partie. Voilà, certains disent la moitié, mais à titre exceptionnel, on peut faire moins ou on fait plus. Voilà. C'est ça, en fait, la grâce. Ce qui veut dire que si vous étiez dans ce cas de figure-là, si on optait pour la grâce, le cas particulier du président Yahi Boni n'aurait jamais été pris en considération. Jamais. Jamais. Il faut le dire, pour pouvoir dire derrière aussi, pour pouvoir dire derrière, que d'autres cas inconnus pourraient ne pas être pris en considération. Mais les cas ne sont pas connus, monsieur Salano. Non, attendez. Vous ne parlez que de ce que vous savez. Oui. Vous ne savez pas. Vous avez dit le cas de Boni Yahi ne serait jamais pris en compte. Oui, pourquoi on fait une focalisation sur Boni Yahi dans tout ce qui est là, qui n'est pas le seul concerné? Pourquoi vous faites une focalisation sur des gens encore inconnus? Pourquoi? Non, pas du tout. Nous identifions qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par les événements. Et c'est bien pour ça. Et on parle précisément de Boni Yahi, c'est ça? Non, vous renvoyons la pas question. Précisément. Vous imaginez bien que dans mes propos préliminaires, je n'ai pas parlé de Boni Yahi. C'est parce qu'on est arrivé sur ce sujet et qu'il me semblait qu'avec votre affaire de gens inconnus qui ne peuvent pas être connus par une loi, seraient beaucoup plus les bénéficiaires que d'autres. C'est pour ça que j'ai fait intervenir le cas du président Boni Yahi. Sinon, avant lui, j'ai parlé de ces entre guillemets, citoyens ordinaires qui ont été, qui coupissent dans les géoles de notre République et dont les parents seront entièrement satisfaits. Peu importe, ces parents ne se poseront même pas la question de savoir les autres qui bénéficieront de cette loi ou pas. Pour eux, ils en bénéficient et c'est bon pour eux. Ça faisait partie du problème. Ça faisait partie du problème. Mais ce n'est pas tout le problème. Et c'est pour ça que je vous dis que dans mon esprit à moi, une telle décision ne peut pas rester là. Elle ne peut qu'en appeler d'autres. Et demain, peut-être même déjà ça a commencé dans les coulisses, vous n'en savez rien. Des discussions doivent être engagées ou sont engagées pour que les exilés rentrent. Mais qui est-ce qui ne va pas le souhaiter? Et après, s'il y a d'autres revendications, elles seront traitées. Mais c'est juste une question de méthode. Dites-vous, ok, le problème il est entier, il a peut-être 10 pans ou 10 aspects, on va les prendre les uns après les autres. Il y a ceux qui vous disent en face, parce qu'on n'a pas tout pris en charge, en même temps, on doit tout condamner. Non, peut-être que vous êtes dans le secret des choses. Dites-nous, est-ce qu'il y aurait d'autres discussions engagées déjà? Parce que vous avez semblé le... Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pour faire rentrer les autres exilés? Je pense que oui.
Il y a même pas, c'est juste impossible autrement. De les garder dehors. C'est juste impossible autrement. Des confidences du président de la République, est-ce que des initiatives du genre seraient dans le Non, cours? Puisque vous avez été je approché pense pour que oui. être rapporteur d'un Non, mais dialogue je qui pense pourrait que- s'étendre plus tard. Oui, mais retenez, pour l'essentiel, que l'une des raisons de mon engagement, moi, dans ce dialogue, ce fut précisément parce que je considérais que ce n'est qu'un petit pas dans la bonne direction. Et qu'après ce petit pas... On vous a rassuré des autres pas Mais qui viendraient. forcément. On vous a rassuré Oui, de ces autres pas. mais est-ce que vous-même vous pensez que c'est possible autrement? Est-ce que à la sortie des législatives exclusives d'avril 2019, vous auriez pensé un seul instant qu'en octobre déjà, il y aurait au moins une loi d'amnistie pour amnistier certaines personnes? Puisque vous sortez encore, quand on parle de loi d'amnistie, quand on aborde le sujet, c'est comme si ceux-là qui sont incarcérés aujourd'hui sont déjà coupables. La culpabilité était déjà prouvée. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'on a fait l'option de la loi d'amnistie. C'est-à-dire que si on faisait l'option de la grâce, il faudrait voilà. Et donc, comme tout le monde est conscient, vous voulez me dire que vous n'êtes pas au courant de la situation du pays? Qui n'est pas au courant? Qui ne sait pas que des gens ont été attrapés, arrêtés, croupissent en prison pour attroupement non armé? Qui ne sait pas qu'il y a des gens en prison qui ont été arrêtés dans le cadre de l'application de la loi sur le code numérique, qui fait que parfois, en guillemets, même si on ne veut pas le dire, il faut le dire ainsi, pour délit d'opinion, on arrête des gens. Il faut en finir. La seule façon de prendre en considération l'ensemble de ces cas divers, de gens connus qui croupissent dans les prisons du nord au sud de notre pays, c'était encore une loi d'amnistie. C'est tout. Oui. C'est-à-dire qu'il faut dédramatiser le débat. Il faut le dépassionner. Sinon, on s'y perd. Professeur Victor Tokpanou, on retient quand même, disons, de quelques points que vous avez avancés, c'est peut-être un pas, j'allais dire, un petit pas qui a été dans la bonne direction. J'y tiens. Voilà, et que sans doute, il y a quelques confidences que vous aurez faites encore pour la suite. Doute, certainement. Certainement. Alors, on retient. Oui, on retient des clauses pour lesquelles vous avez accepté de participer à la mission. Il ne peut en être qu'ainsi. Parce qu'on s'interroge sur comment Patrice Talon a pu convaincre Victor Tokpanou de justement, et c'est la question que je voudrais poser. Professeur Victor Tokpanou, on vous connaît très bien, intellectuel, on connaît vos positions, vos publications, vos ouvrages, et beaucoup de vos compatriotes se posent des questions aujourd'hui. Est-ce que, parce que vous avez dit, même si ce n'est donc qu'une petite voie, si étroite qu'elle soit, quand on l'ouvre, vous acceptez l'occasion. Est-ce que, je voudrais dire, le professeur Victor peut être un peu naïf jusqu'à ce point? Est-ce qu'au préalable, vous ne devez pas savoir ce que ça devrait donner pour savoir si vous engagez ou pas? Mais pour moi, rien que la possibilité d'une loi d'amnistie nécessite, pour moi, pour autant que j'ai un petit crédit, que je m'y engage. Et je m'y engage toutes les fois. Mais ça, pour moi, ça ne relève pas d'une contradiction. Ça ne relève pas non plus de naïveté. Ça relève de résultats concrets. Et le résultat concret, c'est que tout ce que... Vous savez, je n'ai pas porté mon téléphone, je vous l'aurais lu. À la veille du dialogue, il y en a un qui m'a écrit. Il me dit, je suis prisonnier. Vous ne me connaissez pas. Mais... je connais votre intégrité, j'espère juste que vous n'allez pas nous oublier. Et le deuxième message, il me dit, ça fait plusieurs mois que nous croupissons en prison. Nous voulons sortir d'ici. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Je lui ai écrit, je lui ai répondu, vous êtes qui, s'il vous plaît? Je n'ai jamais eu la réponse jusqu'à aujourd'hui. C'est ça aussi. Si moi, ma crédibilité, je dois la garder en disant non, je ne vais pas à un dialogue, encore que je suis allé au dialogue en tant que rapporteur principal. Vous savez que je suis enseignant et pédagogie. Qui porte à cœur la loi d'amnistie. Qui portait à cœur la loi d'amnistie. Non, qui portait à cœur des résultats. Fût-il minime. Il y a, et ça j'ai eu l'occasion de le dénoncer, une espèce de radicalisation de notre vie politique qui fait que même quand c'est une petite avancée, on ne veut pas l'accepter. On veut tout ou rien. La vie n'est pas ainsi faite. Vous ne pouvez jamais tout avoir. Surtout que personne, je mets quiconque au défi de me taxer d'avoir contribué à la situation actuelle. Personne. En revanche, tous ceux qui m'attaquent aujourd'hui ont contribué d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte,
conscientes ou inconscientes à la situation dans laquelle on est, et ils ne veulent même plus qu'on en sorte, parce que désormais, ils sont devenus professionnels d'une situation de crise, et si la situation de crise se terminait, ils perdraient leur gagne-pain. Et ça, il faut apprendre aussi à le dénoncer, parce que sinon, absolument rien ne justifie ce déferlement de haine qu'il y a eu et que vous êtes en train de relayer. Non, pas ici. du tout. Non, pas que vous. Non, c'est-à-dire que vous relayez ce qu'ils ont écrit. C'est pas que vous le pensez, c'est pas que vous l'avez dit. Non. Vous êtes là pour leur répondre. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Et justement, nous vous permettons de leur répondre. Et justement, il y a une autre préoccupation, Saturnin Diosso, de vos compatriotes. On sait que pour la première commission qui avait été mise en place pour le projet de révision, vous faisiez partie. Les différents membres avaient reçu 10 millions de francs CFA. En tant que rapporteur général, est-ce que vous pouvez dire à vos compatriotes comment vous avez reçu, et aussi quand vous étiez membre du comité d'experts, combien vous avez été pour savoir, combien vous avez peut-être coûté aux contribuables béninois? Moi, je vais vous répondre. Oui, professeur. Parce que je fais partie de ceux qui sont capables d'afficher leur fiche de paye dans les journaux. Oui. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas ce rapport avec le matériel. Oui. Mais avant cela, permettez-moi de regretter la situation dans laquelle on se retrouve au pays, au Bénin. Laquelle? Plus personne ne pense possible qu'on puisse faire quelque chose sans argent. Plus personne. Notamment dans le milieu politique. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire que... Quand l'actuel pouvoir, au début, a pu débourser 10 millions par personne dans une commission, et vous rappelle, pour un dialogue, on se dit a priori que bon, ce n'est pas... Vous voulez vous dire que c'est gratuit? Je vais vous dire. Non, mais je vous ai promis que je vous répondrai. Okay, c'est juste que vous me coupez dans mes... Non, allez-y. Mais comme il parle aussi, il retourne aux 10 millions. Là, je suis un peu peiné, parce que je suis enseignant. Je suis commerçant du savoir. Payer 10 millions pour une consultation d'un enseignant n'est pas un problème. Il suffit juste qu'un enseignant se retrouve d'ailleurs dans une cour arbitrale opposant des opérateurs économiques avec des milliards en jeu, que vous gagnez 100 millions, 200 millions. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'on est arrivé, à force de répéter des choses comme ça, à mettre dans la tête de nos compatriotes que c'est l'argent qui est le fondement de tout. Mieux. Et à l'époque, j'avais trouvé ça dommage. On n'avait pas suffisamment communiqué. Est-ce que pendant que on nous donnait 10 millions, vous savez combien on donnait aux différents membres de la commission constitutionnelle au Burkina, en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a fait une révision constitutionnelle. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, mais du coup, le débat ne se pose pas dans les mêmes termes. Et c'est révélateur d'un certain état d'esprit qu'il faut, à un moment ou à un autre, combattre. C'est important pour moi. Parce qu'autrement dit, vous ne pouvez plus rien faire sans qu'on vous soupçonne. Ici, la politique, c'est ça. On est ramené au bas de l'échelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle ne me convenait même plus. Pour ça, vous avez reçu combien? Maintenant, je vais vous dire ce qu'on a reçu. 0 francs. 0 francs? Et je vais vous dire. Je vais même vous dire. Lorsqu'on est allé au rapport et au dialogue, je me souviens même qu'à la fin, certains participants ont demandé à être pris en charge. Il n'y a rien eu. Nous, on était 4. Le président de la République en a désigné 2. Le modérateur facilitateur, professeur Sosa, le rapporteur principal. Et il a demandé à ce que la mouvance présidentielle désigne un rapporteur adjoint. Et que l'opposition, ceux qui étaient là au nom de l'opposition, en désigne également un. C'est comme ça qu'on a composé le présidium. 4. Donc, à ce moment-là, au moment où le président est installé, on ne pouvait même pas avoir pris le décret pour nous payer. Oui. Le décret n'est toujours pas pris. Mais ça sera pris quand même, c'est pas forcément. Oui. Mais à ce moment-là, on vous donnera le décret avec ce qui aura été prévu. Oui. C'est tellement important que quand quelques jours plus tard, on a mis en place le comité technique. Et c'est là où, je vais dire, on a même été, pas suffisamment bien remercié. Vous savez que le comité technique a été composé de 9 membres, dont les 4 du présidium que je viens de rappeler, qui n'avaient aucun acte de nomination en dehors du discours du président de la République qui nommait et le modérateur et le rapporteur. Et à côté de ça, l'élection entre les différents blocs, enfin les différentes parties de leurs représentants. Aucun acte de nomination. Sauf que quand on mettait en place le comité technique, on a ajouté 5 membres, dont 2 nommés par le président de la République, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale. Je puis vous dire
que les 2 nommés par le président de la République l'ont été par décret. Qu'ensuite, les 3 nommés par le bureau de l'Assemblée l'ont été par une décision, parce que là-bas, ils ne prennent pas de décret, une décision du bureau de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale. De sorte que, sur les 9 membres, 5, en plus les derniers venus, ont des actes de nomination. Donc, sont pris en charge? Forcément, puisqu'ils ont un acte de nomination. Et ce n'est que pendant les travaux qu'on nous a envoyé le directeur de cabinet du président de la République, M. Afo, la liste complète des gens, des 9 membres. Et sur la liste, il y avait même des erreurs, notamment sur mon nom. C'était pas écrit au panon, c'était écrit au tapanon, des choses comme ça. Et on nous a dit que c'est le ministre de la Justice qui doit prendre le décret. Il ne l'a pas encore pris. Le jour où on a fait... Vous l'arrêtez. Oui, excusez-moi. Non, il peut aussi être l'initiateur du décret. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pris en Conseil des ministres, c'est un acte présidentiel. Enfin, c'est un acte du président de la République. Bien. Donc, au moment où je vous parle, on n'a pas le décret qui nomme pour le comité dans son ensemble. Mais on a un décret qui a nommé les 2 membres désignés par le président, une décision qui a nommé les 3 membres de l'Assemblée nationale, mais les 4 qui venaient du présidium du dialogue n'ont toujours pas été nommés. Mais on nous a assuré, je me souviens très bien, que le vendredi où on a fait la restitution au palais, le garde des Sceaux était là et on a demandé à ce que ça se fasse dans les plus brefs délais. Ça se fera. Vous devez quand même avoir une idée de comment vous devez recevoir. Non, vous ne discutez pas de ça. Il y a des gens qui discutent de ça avant. Mais moi, je ne suis pas du genre à aller discuter de ça. Je sais qu'il m'est arrivé de faire des travaux gratuits. Je vous rappelle, pour mémoire, peut-être que cela vous a échappé, lorsque le président de l'Assemblée nationale, dans la phase pré-crise électorale, avait sollicité le professeur Aïvo et moi-même pour faire une consultation de sortie de crise, on n'a jamais été payé. Il nous a demandé, il nous a dit que c'est une demande de l'institution d'envoyer une note pour qu'on nous paye. On a refusé. Et ça, on peut bien le faire, contribuer. C'est-à-dire que de façon systématique, mettre dans la tête de nos compatriotes que chaque fois que vous posez un acte, c'est que vous avez pris de l'argent, autrement vous ne pouvez pas le faire. Pour moi, ce n'est pas bon pour l'avenir. Vous prenez comme actif la loi. Mais je vous l'enverrai. Je prendrai date. Je vous enverrai le décret lorsqu'il sera pris. Il faut que l'on se... La loi portant amnistie, vous la prenez comme étant un actif. Un trophée de guerre. Un trophée de guerre. Vous ne parlez pas de cet autre trophée qu'est la révision de la Constitution. Vous avez dit que ce n'était pas un comité constitutionnel qui avait été mis en place, mais le comité... Je vous le rappellerai 50 000 fois, au besoin, parce que ça participe de la confusion. Le comité a quand même suggéré qu'on aille là, compte tenu des réformes qu'on entend apporter. Pourquoi vous départiez alors du résultat? Voilà, je vais vous dire exactement, puisque évidemment, même le décret du comité technique n'existe pas. Mais l'ordre de mission que nous avons reçu, c'est d'opérationnaliser, c'est le mot utilisé, d'opérationnaliser les recommandations du dialogue. Opérationnaliser les recommandations du dialogue. Il ne nous revenait pas de faire des recommandations. Il nous revenait d'opérationnaliser les recommandations du dialogue. Autrement dit, je vous le dis vraiment sans fioriture, le dialogue a décidé ou a recommandé, puisque ce n'était pas souverain, a recommandé que la charte des partis puisse, par exemple, être assouplie afin de permettre aux uns et aux autres de créer leur parti sans qu'on ait le sentiment qu'il y a une espèce de freinage administratif et donc politique, puisque le président de la République détiendrait l'administration au terme de notre Constitution, etc. Ça, c'est une recommandation. Quand on dit au comité, opérationnalisez-nous cela, on dit comment on fait pour qu'on y arrive. Et pour ça, on a dit il faut toucher à tel autre article, parce que dans leur rédaction actuelle, précisément, on ne facilite pas la tâche aux partis, entre guillemets, pour peu qu'ils soient de l'opposition. Je prends un exemple. Le rôle du ministère de l'Intérieur a été une préoccupation pour les participants au dialogue. Ils se sont dit, ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec un ministre qui lui-même est un acteur politique, qui peut avoir des intérêts contradictoires et qui soit là et qui empêche les gens. Donc, il faudrait qu'on réduise son influence.
Et on est arrivé à dire, désormais, la dimension administrative et, disons, tout le processus de constitution du parti devra être fait au niveau de la Sénat. Mais, comme il faut que le ministre de l'Intérieur ait une idée sur les activités associatives, fussent-elles politiques, il ne lui reviendra à lui que de signer le récépissé que la Sénat devra envoyer. C'est ça une opérationnalisation. Deuxième exemple, le code électoral. Il y a eu plusieurs aspects qui ont été remis en cause durant les débats qu'on a connus. Premier aspect, par exemple, la question, comme je dis, de la responsabilité individuelle au lieu de la responsabilité collective. Ça veut dire quoi? Pour les participants PRD et MOEL, par exemple, c'est parce que des candidats sur leur liste ont été décelés comme ayant fait du doublon, être présents sur 2 listes à la fois, alors que vous avez l'obligation de signer dans votre dossier une attestation sur l'honneur que vous n'êtes candidat que sur une seule liste, parce que certains candidats n'ont pas fait ça, ils se sont retrouvés sur 2 listes, les listes des partis ont été éliminées. Les partis ont dit non, il faudrait qu'à l'avenir, ce soit l'individu qui puisse être sanctionné. Conséquence, toutes les dispositions du code électoral liées à cette partie de doublon ont été modifiées pour que désormais, ce soit l'individu qui lui-même a signé son attestation sur l'honneur, mais qui malgré ça va se retrouver sur 2 listes, qui soit le plus sanctionné. Ils ont même proposé que ce soit même des peines d'inéligibilité longues. Donc, il y a eu ce glissement-là. C'est des prises en compte. Ensuite, il y a eu la question du quitus fiscal. Les gens se sont rendus compte qu'il y a eu une utilisation abusive par le directeur général des impôts de cette disposition. Donc, il faut réduire. Donc, il fallait trouver des formulations, des articles qui permettent de dire à partir d'aujourd'hui, moi je me souviens même que dans le débat, j'avais suggéré que ce soit fait au moins 1 mois avant les élections pour qu'on ne connaisse plus le stress que les gens ont connu jusqu'à la dernière date limite, à la dernière heure limite de dépôt des dossiers. Voilà. C'est ça l'opérationnalisation. Et on a pris toutes ces recommandations les unes après les autres. Donc, d'ailleurs, le rapport a été publié, notre rapport a été publié. Maintenant, le dernier aspect qui posait problème, c'est la question des élections générales. J'ai entendu sur certaines chaînes, certains dire oui, il y a certains aspects qui n'ont pas été adoptés, qui n'ont même jamais été évoqués au dialogue. Mais la question des élections générales a été évoquée. Et parce qu'il a été évoqué comme recommandation, moi je me souviens même qu'il y a certains qui ont dit, qui ont développé l'une des raisons pour lesquelles il faut aller aux élections générales. Il y en avait 3. La première, elle est financière et économique. On dit oui, les élections coûtent très cher chez nous, c'est minimum, comme je dis, la moyenne basse c'est de 10 milliards, mais tout le monde sait que c'est une moyenne de 15 voire 19 milliards pour certaines élections. Bien. Mais le coût des élections, c'est pas seulement valable pour l'État. C'est également valable pour les partis politiques qui sont obligés de financer les campagnes, même si, dans certaines élections majeures, il est prévu des modes de remboursement des frais de campagne au cas où vous aurez atteint un certain pourcentage de suffrages exprimés. Bien. Mais ils savent très bien combien ça leur coûte. Regardez le calendrier actuel. 2019, présidentielle. Non, 2016 présidentielle, 2019 législative, 2020 communale, 2021 présidentielle, 2023 législative, etc. Et les mêmes partis devront financer toutes les fois, alors même que la question du financement public n'était pas encore réglée. Et donc, ils se sont rendus compte que même pour eux, c'est très lourd. Ensuite, il y a ceux qui ont évoqué la question de l'impact économique, qui prétendent qu'à la veille des élections, à toute période électorale, il y a à peu près 6 semaines qui sont neutralisées, parce que la plupart des fonctionnaires... On retient que la question des élections générales a bien été évoquée. Et donc, dans l'opérationnalisation des élections générales, il fallait 2 conditions. Une condition d'applicabilité et une condition de pérennité. Parce que les élections générales supposaient organiser les élections au cours d'une même année.
On décide qu'à l'année T1, on fait toutes les élections présidentielles, législatives, communales, locales. C'est ça le principe des élections générales. Mais pour ce faire, il faut nécessairement que tous les mandats soient alignés. D'où, première conséquence, modifier l'article 5 de la Constitution, pas l'article 5, l'article 80, qui fixe le mandat des députés à 4, là où le mandat du président de la République est de 5 ans, celui des conseillers communaux et des conseillers locaux sont de 5 ans. Première condition. Sinon, si vous maintenez le décalage, si vous ne faites pas l'alignement, fatalement, vous allez penser que vous faites les élections générales en tentée et vous vous retrouvez. L'autre conséquence, voilà, c'était de prévoir la pérennité. Autrement dit, si vous vous entendez pour aligner les mandats en temps T1 et que, par extraordinaire, vous vous retrouvez obligé de reprendre l'une des élections, vous n'aurez pas avancé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde sait que l'Assemblée nationale ne peut jamais disparaître. Un député peut décéder, mais il a son suppléant et la vie continue. Le conseil communal, pareil. Sauf que le président de la République, lui, est seul dans son magistère. Donc s'il décède, on est obligé d'organiser à nouveau des élections. C'est arrivé en France avec Georges Pompidou. Et ça va fausser le principe d'élection générale. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Si vous lisez le rapport, vous trouverez qu'on avait proposé la notion de vice-présidence. Voilà. Mais ce n'est que l'une des conséquences. Donc, nous, au comité technique, on dit qu'il y a 3 possibilités. D'abord, on s'appuie sur le dispositif actuel de l'article 50. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en cas de vacance de pouvoir, pour décès, puis empêchement définitif, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, mais a 3 mois pour organiser les élections. Bien. Si on l'autorise à organiser, donc le principe de décalage revient. Alors, première proposition, au lieu de dire ça, on modifie, on dit, en cas de décès, le président de l'Assemblée nationale assure le reste, il assure le reste du mandat. Premier cas de figure. À ce moment-là, ça a l'avantage d'être un élu, même s'il fut élu dans une circonscription, mais après il a reçu l'onction de l'ensemble des représentants des différentes circonscriptions législatives de notre pays. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, la Constitution, avant sa modification, disait toujours, alinéa 2, lorsque le président de la République serait mis en cause, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui assure l'intérim en faisant le pari que la procédure de mise en cause serait la plus courte possible et qu'il revienne prendre fonction. Bien. Même si la Constitution n'avait pas prévu ce qui se serait passé au cas où la procédure aurait été beaucoup plus longue que la durée du mandat. Ce fut la deuxième proposition. Même moi, je n'étais pas favorable à cette formule simplement parce que on réaliserait une contradiction énorme de se retrouver à la tête d'un État avec un président non élu. À la tête d'un État démocratique, ça n'avait absolument pas de sens de voir un président non élu. Donc c'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité qui s'offrait, c'était l'éventualité d'un poste de vice-président. Il existe aux États-Unis, il existe au Nigeria, et ça a été éprouvé au Nigeria. Il existe au Ghana, il a été éprouvé au Ghana. Il existe depuis quelque temps en Côte d'Ivoire. Et donc, le comité, je dirais progressivement, de façon majoritaire jusqu'à l'unanimité, a fini par opter pour cette formule. Est-ce que ce n'était pas évident, quand vous savez que vous êtes suivi par 6 personnes soutenant le président de la République et une personne, FCBE, qui est relativement de l'opposition? Est-ce que vous êtes surpris de constater que c'est majoritairement ceux-là qui étaient là qui ont approuvé cette proposition? Non, mais en fait, pour moi, c'était une formule. Est-ce que le comité d'experts... C'était une hypothèse. Oui. Je ne vois pas pourquoi est-ce que des technocrates, à ce moment-là, pouvaient se fermer à des hypothèses. C'est ça ce que je ne comprends pas. Alors, si on vous dit, on vous consulte pour une affaire de journaliste, et on vous dit, donnez-nous tous les cas de figure. Vous vivez. Non, je ne vous parle pas. Fais le parallèle. Vous, professeur Tokpanou, vous, professeur Dorothée Sosa, vous avez émis cet avis-là. Oui, maintenant, il appartient aux politiques qui étaient là d'en discuter et de retenir quelque chose. Mais
Et c'est là peut-être la deuxième étape de la réflexion que je voulais mener avec vous. Quelles que soient les formules que nous on proposait au comité, la décision politique ne nous appartenait pas. Et on a beau, au niveau du comité technique, rédiger les textes les plus contraignants. Quand ça arrive à l'Assemblée nationale, parce que vous pensez que le droit constitutionnel des députés, qui leur permet d'amender tous les textes qui leur sont soumis, existe, donc en amont, on consulte n'importe quelle technique, il dit non, je ne ferai pas le travail, parce que je ne sais pas ce que ça va devenir. On le sait, Victor Tokpanou. Pourquoi avoir réuni un dialogue politique pour enfin, à l'Assemblée nationale, prendre des mesures que même le dialogue politique ne partage pas. Parce que la notion de vice-présidence, tous ceux qui ont participé au dialogue politique ont eu à le dire. Mais vous ne l'avez jamais abordé ça. Mais je viens de vous expliquer pourquoi. Mais ils ont tous abordé l'idée d'élection générale. Ils ont dit élection générale, mais ils n'ont jamais parlé. Après, ce sont les conséquences des élections générales. Attendez, est-ce que vos réactions... Pour vous, c'est qu'ils étaient déjà conscients de ça et qu'ils devraient accepter toutes... Mais après, le choix est laissé aux acteurs majeurs. Les acteurs majeurs étant à l'Assemblée nationale et non ceux qui étaient au dialogue politique. Oui, puisqu'ils n'ont fait que des recommandations. Je vous le rappellerai. Il ne faut pas sortir des cadres, sinon c'est facile après de... Professeur Victor Tokpanou, quand vous avez rapporteur général du dialogue politique, les acteurs disent, voilà, on n'a jamais parlé de vice-présidence, vous avez dit tout à l'heure que c'est une conséquence. Donc vous êtes d'accord avec eux que ça n'a jamais été débattu en termes clairs. Mais toutes les conséquences qu'ils ont eues, y compris le contenu de la loi d'amnistie, ils n'ont pas débattu. D'accord. Alors, j'allais demander pour vous, est-ce qu'il devrait en être ainsi? Quand on se rappelle, là, je tombe net sur une des coupures de votre lettre ouverte au président de la République. Vous l'interpellez, vous disiez, vous n'êtes au pouvoir que grâce à la démocratie fut-elle imparfaite et vous ne pouvez tout seul remettre en cause ce modèle. Pour y arriver, il vous faudra une très large consultation populaire afin de vous assurer que c'est bien de votre nouveau système non encore dévoilé et exposé que le peuple qui vous a investi désire. Souvenez-vous toujours que l'on ne peut faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Tous ceux qui l'ont pensé avant vous ont échoué. Quand on sort d'un laboratoire comme ça et qu'on va à l'Assemblée nationale sans cette consultation populaire que vous, Victor Tokpanou, vous avez souhaité hier, et qu'on soit avec une révision de la Constitution et tout ce que ça comporte, est-ce que ça rejoint, c'est toujours de vos convictions, Victor Tokpanou? Forcément, et si vous voulez, parce que je suis enseignant, je vais me répéter. L'extrait que vous avez lu, en fait, ça se voit que vous n'aviez pas compris au moment où je l'avais écrit. Expliquez-nous, puisqu'on vous n'avez pas compris parce qu'à l'époque, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que mes soupçons aient totalement disparu. Je soupçonnais, mais sans jamais que le président ne l'ait dit. Mais j'ai entendu quelques-uns de ses proches en parler. Je soupçonnais une espèce de remise en cause de la démocratie au profit de ce que les gens appellent la dictature du développement. Voilà. Et c'est ça qui est dans la phrase là. C'est-à-dire que si c'est ce que j'appelle les projets cachés, non encore dévoilés. Ça, c'est l'élément important de cette phrase. Si vous laissez camoter, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vous ne soupçonnez plus. C'est clair. Non, pour moi, ce que j'ai fait, je continuerai de vous expliquer que dès l'instant où que ça a pu aboutir à la libération des Béninois, qui, selon vous et moi, ont été... Peu importe à la limite le reste, mais chacun prend ce qu'il veut. Sur la question de proposition de vice-présidence, par exemple, est-ce que, honnêtement, au niveau du comité, c'est vous qui avez sorti cette idée? Parce que je peux comprendre l'interprétation, la première hypothèse de l'article 50, par exemple, ça décalerait. Si on organisait, on peut peut-être laisser le président de l'Assemblée nationale le faire. Est-ce que c'est le comité qui l'a fait ou bien c'est une idée qui est venue d'ailleurs? Non, c'est le comité qui l'a fait. Voilà, et si vous voulez savoir, je ne sais pas si je devrais d'ailleurs. Oui, allez-y, je vais le faire. Oui, si ça peut vous rassurer. Vous savez, dans le comité, chacun avait été sur certains sujets précis, mandaté de faire le travail, soit tard le soir, et on apporte, et puis pour pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on travaille dans les comités. Sinon, vous ne pouvez jamais écrire un rapport à 9. Voilà. Donc, il y en a un ou deux qui sont commis, et puis on fait une lecture collective, on corrige. On a travaillé parfois jusqu'à 4 heures du matin. Cette partie-là, j'en suis l'auteur. De la vice-présidente, de la proposition. Des trois hypothèses. Vous aurez préféré quoi si vous étiez donné de rédiger? Oui, vous aurez préféré quoi parmi Mais je l'ai dit, je viens de le dire. S'il ne tenait qu'à moi, ma préférence allait au fait que le président de l'Assemblée nationale assure. Mais pour ça, ce n'est pas un problème. Mais ça, ce n'est qu'un choix
personnel. Est-ce que Pour vous rendez compte? autant, j'assume. Oui, J'assume que le comité ait fait un choix qui est celui de la troisième hypothèse qui, pour moi... Est-ce que vous vous rendez compte de la transition de votre rôle du dialogue politique au comité d'experts? Là-bas, vous étiez le rapporteur qui n'était actif que pour prendre note fidèle, de tout ce qui a été loyal, dit. Fidèle, vous suivez. Mais en sachant, Victor Tokpanou, quand les gens parlaient de l'élection générale, déjà dans la salle, vous saviez déjà qu'on irait là. Et maintenant vous retrouvez un comité d'experts où vos propres réflexions à propos des élections générales sont mises sur le tapis. Vous parlez de quoi? Il faut que je vous comprenne bien avant de bien vous répondre. Non, je parle des suggestions qui ont été faites. Oui. En quoi est-ce que c'était mis sur le tapis? L'opérationnalisation des élections générales. Oui. Il fallait y aller. Et si on va aux élections générales... Ça nécessitait, pour l'applicabilité, une modification et pour la pérennité... Là, c'est l'expert qui parle. L'expert qui parle. L'expert qui, déjà, en amont, pouvait déjà éclairer ceux qui parlent pour dire, attention, si on va aux élections générales, on pouvait aller là et on pouvait se retrouver avec un poste de vice-président. Mais à ce moment, je n'étais pas l'expert de service, c'était le modérateur, le facilitateur. Pourquoi voudriez-vous me sortir de mon rôle? Est-ce que cette proposition, pour vous, elle est efficace et elle est beaucoup plus applicable? Est-ce que la première hypothèse que vous auriez souhaité personnellement, je rappelle vos propos, n'est pas la plus idéale Pourquoi voudriez-vous que je ramène tout à ma personne? Mais non, moi je suis enseignant. Mais vous êtes expert. Quand les politiques s'égarent, vous les éclairez. Oui, j'admets que d'autres que moi puissent avoir des opinions différentes. C'est pas un drame. C'est ça le début de l'intolérance. Moi, je ne suis pas, je n'en prends pas à ceux qui ont des opinions différentes de moi. Au contraire, je les respecte. Et si elles nécessitent une discussion critique, je la fais. Mais attendez, moi, je ne suis que ça. Et donc, je ne vois pas quel est le problème fondamental. On peut comprendre que par le passé, Victor Tokpanou, quand il y a des choix qu'on a voulu opérer à la tête du pays, vous n'étiez pas d'accord. L'expert que vous êtes prononcé à l'époque pour dire que si on va dans ce sens, c'est mauvais. Expert aujourd'hui, vous avez fait également d'autres propositions, mais il a ceux qui doivent prendre la décision ont pris la décision. Et puis, ça passe. Pour vous, quand vous avez constaté que l'option qui allait passer à l'Assemblée nationale, le président de la République vous a demandé d'être aux aguets, on aurait pu attendre que vous sortiez pour dire attention, si vous faites cette option, ça va être ci, ça va être ça. Mais ça, c'est pas... Je veux dire... que les conséquences, toutes les conséquences n'aient pas été tirées durant le dialogue, c'est un fait. Mais ce que je crois, c'est que les gens, si je vous comprends bien, c'est le fait qu'on ait touché à la Constitution qui vous pose problème, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi ça vous pose problème? Non, j'ai besoin de comprendre. Non, pas du tout. Parce que non, je ne suis pas le seul. Non, je parle du tout personnellement, je parle du comité des experts. Parce qu'il y a aussi une autre recommandation. Puisque vous ne m'aviez pas laissé le temps de tout dire à l'époque, qui nécessitait également une révision constitutionnelle. Donc, toucher à la Constitution, je veux dire, il y avait presque un consensus là-dessus. Et cette recommandation, c'était celle de la représentation des femmes. L'article 26. Parce que les gens se sont dit, par le passé, il y a déjà eu un projet de loi, non, même pas, oui, disons projet, puisque ça n'a pas été finalement promulgué, qui a été adopté, une loi adoptée, mais que la censure de la Cour constitutionnelle avait, sous d'ailleurs, me semble-t-il, la saisine du député Badamassi, avait permis de sanctionner. La Cour avait dit que le principe de l'égalité entre hommes et femmes, énoncé à l'article 26, ne s'accommode pas de la discrimination positive. En conséquence, la loi a été rejetée. Or, si j'ai bien compris, au dialogue, il y avait une unanimité pour qu'on rectifie cela. À titre personnel, je considérais que le raisonnement de la Cour à l'époque pour invalider cette loi n'était pas bonne. Voilà, et qu'on pouvait espérer une jurisprudence, parce que pour moi, le principe de l'égalité, de la discrimination positive n'était pas incompatible avec le principe général de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais c'est un problème qui est là. Est-ce qu'on avait besoin de modifier la Constitution pour faire la promotion de la femme? Parce que je vous le dis, même la deuxième proposition de révision de la Constitution qui a été rejetée, disons, qui n'a pas pu franchir la deuxième étape en 2018, on a vu les positionnements des partis politiques, par exemple, professeur Victor Tokpanou. Ils n'ont pas promu les femmes. Est-ce qu'on a besoin d'attendre forcément une loi, de modifier une constitution pour promouvoir la femme? Il n'y avait même pas de femmes parmi les experts. Lorsque vous êtes acteur, puisque je l'ai été, que vous vous retrouvez devant un problème,
vous prenez tous les paramètres du problème si vous voulez le résoudre. L'un des paramètres de ce problème était la décision de la Cour constitutionnelle. L'un des paramètres. Sinon, je suis d'accord avec vous qu'on n'avait pas besoin d'une modification constitutionnelle pour que les partis politiques, par eux-mêmes, décident de positionner des femmes tête de liste dans toutes les circonscriptions. Mais ils ne l'ont jamais fait. Il faut les contraindre. Ils ne l'ont jamais fait. Si vous faites semblant de ne pas constater qu'ils ne l'ont jamais fait, c'est que vous fuyez le problème. C'est un comportement d'autruche. Ils ne l'ont jamais fait. Et lorsqu'il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle, c'est encore venu pour les réconforter. Ils ont dit, voilà, il y a une décision. Quand ça leur plaît, c'est ce qu'ils en font. Mais quel pouvoir vous et moi, on a pour les en empêcher? La promotion ils ont décidé. Pas au niveau je suis d'accord. Oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a aussi les hautes fonctions. Mais c'est un débat que nous connaissons chez nous. Mais quand le problème s'est posé, le dialogue a dit, désormais, nous, on veut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une meilleure représentation des femmes. C'est le problème du dialogue. Bon, l'opérationnalisation supposait, si on ne peut pas obtenir un revirement de jurisprudence de la Cour, ce qui est aléatoire, il vaut mieux contraindre la main à la Cour constitutionnelle en modifiant. Et donc, le principe de la modification était acquis. C'est ça le problème au niveau du dialogue. Au dialogue, il y avait un consensus pour qu'au moins sur 2 points, il y ait révision. Premièrement, les élections générales et deuxièmement, la plus grande participation des femmes à l'Assemblée nationale. Bien. À partir de ce moment-là... Quelle est un peu l'efficacité quand on parle d'élections générales ou bien d'élections couplées si toutes les 3 élections ne sont pas faites le même jour? Vous allez payer les mêmes primes aux agents si c'est peut-être décalé dans la même année. Quelle est finalement l'efficacité selon vous? Vous savez, il y a une formule que j'aime bien parce que je discute beaucoup avec le président Emmanuel Golou, qui est un grand ami. Il me dit toujours, depuis plusieurs années, c'est constant dans son esprit, il me dit, il faudrait qu'on apprenne dans notre pays à consacrer du temps au Bénin. Au Bénin. Il le dit toujours comme ça, au Bénin. Et il a le sentiment que les élections, le calendrier électoral, tel qu'il nous a été imposé par le décalage des mandats, ne permet pas de se consacrer au Bénin. Et en fait, l'idée, c'est de dire, si on organise les élections en l'année T1 du mandat, on a 4 ans pour ne s'occuper que du Bénin. 4 ans. C'est déjà ça le gros acquis. Peut-être que maintenant, au niveau du coût, ça ne sera pas énorme, mais il y aura quand même une réduction. Donc finalement, le problème n'est pas réglé. Si, je vous dis, on a, lorsque vous... Si dans la même année, nous organisons les 3 élections... Non, et c'est là où vous n'avez peut-être pas suffisamment bien lu le test. Il y aura des élections couplées. Voilà. Mais il faut le dire, à partir du moment où des élections sont couplées, c'est qu'on gagne au moins sur une élection. On est d'accord? Lorsque vous décidez, par exemple, d'organiser les législatives et les communales, ça veut dire que vous ne faites pas 2 élections, vous ne payez pas les agents doublement, vous ne payez pas... le coût n'est pas le même, incontestablement. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, il y a, comme je vous dis, le temps nécessaire dégagé à travailler. C'est tout. Ça gain Victor Tokpanou, face à un autre gain, on a écouté par exemple le président de la République quand il arrivait, quand il parlait des élections, on parlait des législatives comme étant des élections de mi-mandat qui permettent aux populations d'apprécier la gestion de celui qui est là et de décider. Le contre-pouvoir, c'est aussi ça. De chercher à rééquilibrer les choses à l'Assemblée nationale. Lorsque désormais, on ne bâtira que pour 5 ans avant de revenir, est-ce que vous n'arrachez pas ce précieux outil aux populations, de pouvoir évaluer un mandat présidentiel en cours, de chercher à prendre le contre-pouvoir à l'Assemblée nationale? Ça, ce fut l'un des débats les plus, me semble-t-il, pertinents qu'on a eu sur cette question-là dans le comité. Il y a 2 formules. Il y a la formule des élections à mi-mandat. C'est le modèle américain. Tous les 2 ans, le président subit la foudre de l'électorat. Lorsqu'il a bien travaillé pendant 2 ans, on renforce sa représentation au Sénat et à la Chambre des représentants. Lorsqu'on estime qu'il n'a pas bien travaillé pendant 2 ans, on essaye de lui envoyer un quota supplémentaire d'opposants pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'il doit faire. Voilà. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, c'est celle de la France, où, et pour beaucoup de pays européens, où la présidentielle a lieu avant la législative dans la même période.
dans le premier cas, effectivement, le peuple peut se saisir de l'élection à mi-mandat pour sanctionner. Mais dans le deuxième cas, ce qui est privilégié, c'est la stabilité. On considère, on part du principe que celui qui est là parce que le peuple l'a élu. Il faut lui permettre d'évoluer il sans faut lui obstacle permettre. majeur. En fait, c'est ça. Donc, c'est des débats. Mais là, après, En déguisement, l'alignement des institutions au Bénin, que toutes les institutions accompagnent le président de la République dans l'atteinte de ses objectifs. Non, mais le peuple reste souverain. Le peuple reste souverain. Une question non, fondamentale. laissez-moi vous le dire. Non, laissez-moi vous le dire. Le peuple reste souverain. Le peuple peut bien estimer qu'il soit utile de confier la présidence à un candidat et à l'élection législative suivante, 2 ou 3 mois après, lui flanquer une opposition, donc une majorité. Le peuple n'a pas encore les éléments pour apprécier les actions du président. En 3 mois. Pour ça, vous faites le pari que vous êtes plus intelligent que le peuple. Non, on est encore en odeur de sainteté. Patrice Talon, si l'élection avait eu 2 ou 3 mois après. Mais pourquoi vous faites ce pari-là? Permettez, Landry, avant peut-être qu'on commence à recevoir les auditeurs, la question du parrainage politique, qui n'a jamais, en tout cas selon certains, été objet de consensus pendant le dialogue. Pourquoi cette question se retrouve avec les experts et puis... Vous voyez la différence entre cette question et la question de vice-présidence. Vous avez dit pour la vice-présidence que ça n'a jamais été évoqué. Là, vous dites que ça a été évoqué, mais il n'y a pas eu de consensus. Justement. Voilà. C'est l'une des problématiques. Moi, c'est l'esprit que j'ai découvert au dialogue, je vais vous le dire. J'ai eu le sentiment que, enfin, les partis politiques s'entendaient pour... entre guillemets, écraser les indépendants. C'est le sentiment que j'avais. Évidemment, il n'y avait que les partis à ce dialogue. Et donc, ils ont décidé, sur beaucoup d'aspects, qu'il fallait donner une prépondérance aux partis politiques. Ils sont partis de plusieurs constats, dont le premier est que, depuis 1991... Est-ce que ça a été objet de consensus sur tout ça? C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'ils disent, oui, mais une fois vous demandez si ça a été évoqué. Beaucoup à la fin qui disent, mais ça n'a jamais été objet de consensus. Et ça nous étonne que ça aille là-bas et qu'on parle de parrainage. Oui, mais ils étaient tous d'accord pour le renforcement. Tous, c'est combien? Eux tous, c'est combien? Eux tous. Ils étaient 8 partis. Je sais même que dans les fiches techniques que nous avons à notre disposition, on a décompté un certain nombre de votes. Donc, vous affirmez que ça a été une question consensuelle. Je pense que je n'utiliserai peut-être pas le mot consensus parce que vous le confondriez volontiers avec l'unanimité. Je pense que ce fut un sujet consensuel en ceci qu'elle a été abordée. Et comment ça va se matérialiser, professeur? Voilà, mais ça, c'est la loi qui prévoit ça. Vous savez... Est-ce que ce n'est pas un nouveau moyen d'exclusion? Parce que ce sont les élus locaux qui vont dit que c'est l'autre certificat de conformité. Et c'est la crainte. On est sur nos avant-gardes, peut-être que ça va se confirmer. Et pourquoi avoir introduit encore, sans doute, une proposition chrysogène à l'avenir, professeur? Je reste convaincu que cette disposition a été suggérée pour essayer d'établir définitivement la prépondérance des partis politiques en matière électorale. C'est d'abord ça. Mais cela ne veut pas dire que des candidats indépendants ne puissent pas avoir... Il suffit qu'ils aient le parrainage. Des parrainages, oui, ils peuvent. C'est-à-dire que vous ne vous inscrivez que dans une seule hypothèse, l'hypothèse où ils ne l'auront pas. Or, je me souviens très bien, je peux même vous le dire, je me souviens très bien que quand la question du parrainage a été évoquée la première fois, on avait pensé que seuls les députés allaient parrainer. Et ce sont les représentants FCBE qui ont dit jamais. Si c'est... Ce qui est normal. Oui, donc il faut qu'on ouvre aux élus communaux. Et sachant que les élections communales auront lieu en 2020, qu'ils auront leurs élus avant même qu'on aille aux élections, à l'élection. Pour les partis qui naîtront après les élections communales de 2020, ces partis vont faire comment? Oui, mais ils attendront les élections de 2026. Oui, mais si ils sont créés en 2026, vous auriez voulu qu'on les attende aujourd'hui? Mais ça se passe comme ça partout. Voilà, ce qui pose problème, ce n'est pas évidemment la question du parrainage, mais c'est évidemment la proposition
ne gêne pas trop vos compatriotes, mais c'est de dire, mais on a vu les conditions dans lesquelles les législatives ont été organisées. Une bonne partie, l'opposition a été donc exclue, certains partis politiques. Les législatives et les communales aussi vont s'organiser, mais dans quelles conditions alors que vous avez certains partis, par exemple, qui n'ont toujours pas leur certificat de conformité. Est-ce que, professeur, aujourd'hui nous parlons du débat, demain ne nous donnera pas raison, vous connaissez très bien. Je ne pense pas. De toute façon, oui. L'idée d'installer ou de renforcer la prépondérance des partis politiques, personnellement, ne me dérange pas. Tout le monde connaît mes prises de position par le passé. J'ai toujours décrié le fait qu'au Nigeria, on ne peut jamais être président sans être d'un parti. Oui. On traverse le Bénin, on arrive au Togo, ça n'est pas possible. On va au Ghana, impossible. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, voilà, que c'est pas possible. Et donc, il faudrait à un moment donné qu'on corrige ça. Et j'avais toujours pensé que pour le corriger, il fallait d'abord financer publiquement les partis politiques. Et ça, on n'en a pas parlé parce que ça fait partie des recommandations et pour lesquelles on a également suggéré des moutures, des orientations majeures. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là où jamais nos partis n'ont été capables. Et même au communal et au local, il y a beaucoup d'individus qui écrasent des partis politiques. Donc, pour moi, ce n'était pas une situation normale. Et j'ai été heureux de constater que les partis présents ont pris ça en considération. Est-ce que c'était la formule qui était mieux? Voilà, peut-être pas. Mais attendez, si vous êtes dans la suspicion permanente, moi je fais le pari que le parrainage va... Je pense même que s'il y avait eu parrainage, le président Talon n'aurait jamais été élu président. Ouais. Voilà. Et donc, je fais le pari que ça ne sera pas un moyen supplémentaire de nuire à qui que ce soit. Parce que vous faites le choix contraire. Non, vous pas faites du tout. Le pari contraire. Voilà, c'est les deux paris qui existent. Oui, les deux. Vous êtes optimiste, vous nous rassurez de nature. De nature. Est-ce que vous avez proposé la question de... Comment dit-on je voudrais parler évidemment de... Bon, allez-y. On va revenir. Le temps pour nous de donner la parole aux auditeurs, puisqu'il est temps de commencer par les recevoir. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72 pour les premiers à intervenir avant qu'on revienne en studio. Auditeur déjà en ligne, bonjour. Bonjour, Saturnin. Oui, bonjour monsieur. Oui, Jean Poton. Je salue ton binôme. Landry Salan. Oui. Professeur Victor Prudent Tokpanou, c'est très important. Prudent Tokpanou, je vous salue. Bonjour. Oui, pour celui qui connaît le combat qui a été toujours le vôtre dans ce pays, contre la mauvaise gouvernance, je voudrais insister. Je me souviens encore de ce concours de recrutement d'auditeurs de justice, si ma souvenance est exacte, où vous aviez été inflexible sur le report de la tenue de ce concours pour repêcher un candidat proche du pouvoir et pour lequel vous aviez été débarqué de votre poste ministériel du ministre de la Justice, je me souviens très bien, et autres sur lesquels il serait facile de revenir ici. Mais dites-nous, professeur, vous aviez dit à l'entame que les revendications, les doléances, les exigences de l'opposition, c'est clair, vous en avez énuméré trois importantes. Aujourd'hui, laquelle des trois a été satisfaite au lendemain de ce vote à l'Assemblée? Premier élément. Deuxième élément, est-ce que votre audience au palais de la Marina, au lendemain de votre lettre ouverte au chef de l'État, n'a pas été un déclic dans la position qui est la vôtre aujourd'hui? Troisième question, êtes-vous fier vraiment, en tant que professeur d'université, un illuminé pour la société que nous constituons, d'avoir contribué à quelque chose, fut-il un dégel ou non, de ce qui se fait aujourd'hui? Quatrième, pour finir, votre choix est perçu par bien des citoyens comme moi comme étant une récompense pour la brimade dont vous avez été l'objet quand une nomination est venue écouter votre mandat à l'université. Vous voudrez vraiment nous dire quelque chose? Merci, Jean Poton. Un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Maxime Awandjini. Martin, dites-vous? Maxime Awandjini. Votre préoccupation? Oui, je vous appelle d'abord Mekalavi. D'abord, j'ai une question par rapport à la nouvelle loi, enfin, à la constitution qui est votée cette semaine-là. Je veux parler de l'article 145,
qui dit que les conventions de financement soumises à ratification sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de 90 jours. Autrement dit, le président à lui seul aujourd'hui peut signer des accords sans passer par l'Assemblée. Alors, je voulais avoir un peu l'avis du professeur là-dessus. Deuxième chose, moi j'étais un peu déçu, très déçu, à voir le professeur en tant que rapporteur général, alors qu'il sait très bien qu'il est en face d'un gouvernement de la ruse et de la rage. Aujourd'hui, maintenant, il a fait trois propositions dans laquelle il y a une vice-président. Maintenant, il dit aujourd'hui maintenant que c'est des propositions que il a juste fait au gouvernement. Sachant très bien qu'il a devant lui un gouvernement qui va choisir la proposition qui va lui plaire. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il parle tout comme s'il ne connaît pas le gouvernement qui est en face de lui. Et c'est ça qui me met un peu en colère avec ce qu'il a dit. Maxime Rwandino. Merci. Un autre auditeur, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que c'est par le 64 44 02 44 ou par le 66 75 72 72 que les auditeurs peuvent intervenir. Eugène Wagnon. Nous vous écoutons, monsieur Wagnon. Voilà. Professeur, ministre, rapporteur, expert. Le prochain serait quoi? Deuxième question. Je voudrais savoir si c'est la climatisation de la salle qui faisait que vous, professeur, ministre, rapporteur, expert, avez votre voix, je dirais, à la tremblote. En présentant votre rapport, on avait du mal, en fait, j'avais du mal à reconnaître le professeur. Surtout que c'est le chef de l'État même qui a demandé cette réunion. Je n'ai pas compris comment il fallait faire, je dirais, la courbette pour lui pondre le rapport que vous-même, vous avez décidé de. Troisième, pour finir, le chef de l'État a dit d'être à la garde de ce que vous avez produit comme rapport. Et vous-même, vous venez de dire, constater qu'au niveau de l'Assemblée, ils ont l'air ou ils ont, je dirais, pas reflété ce rapport-là même. Vous n'êtes même pas sorti pour vouloir protester contre. Est-ce, malgré que vous refusez de reconnaître qu'il y a eu une couleur qui a circulé, et vous n'êtes pas sorti quand même pour rappeler à l'ordre les députés? Est-ce à dire que, bon, la couleur ayant circulé, il fallait aussi... Merci, Eugène Wagnon. Un autre auditeur. Et c'est l'avant-dernier. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Zachary Egoletti. Nous vous écoutons, monsieur Egoletti. Zachary Egoletti, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons pour vos préoccupations rapidement. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci pour votre clarification. Vous avez été bon. Maintenant, j'ai trois préoccupations pour vous. À l'entame de ce dialogue, monsieur vous a invité pour être modérateur ou bien quoi, à l'entame de ce dialogue, lorsque vous avez eu connaissance de l'ordre du jour, est-ce qu'il n'était pas opportun de dire au président que cette initiative-là ressortait des prérogatives de l'Assemblée? Voilà une Assemblée qui est installée, qui est là, et finalement, on s'est rendu compte que tout ce qui a été fait là ressort de l'Assemblée. On n'aurait pas mieux fait d'aller demander à l'Assemblée de voir que de faire un dialogue. La seconde question, oui. Deuxième question. Vous avez dit que l'amnistie, c'est seulement ceux qui sont jugés. Est-ce que réellement il n'y a pas une question de formulation qui s'impose? Parce que vous avez dit ceux qui ne sont pas connus ne seront pas amnistiés. Merci. Et le tout dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour plutôt. Sébastien Yonfossou, je m'appelle. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur. Première question pour vous. Est-ce que si vous refusez d'y aller et d'accepter être rapporteur, son excellence, monsieur le président de la République, ne trouvera point quelqu'un pour être rapporteur? Si je pose cette question, c'est parce que je connais votre position, votre rigueur, professeur, ancien ministre et les autres titres, j'en passe pour le moment. Et
on vous a demandé d'être rapporteur pour un dialogue politique dans le pays où la société civile n'est pas convoquée. Toutes les autres couches sociales ne sont pas convoquées. Et les vrais partis politiques qui ont des problèmes, qui ont de sérieux problèmes avec le pouvoir, ne sont pas invités. Allez-y pour votre seconde préoccupation. Ma seconde préoccupation, quelle est la différence entre ces dialogues où, si le président restait dans son bureau ou fait le conseil des ministres et décide de tout ce qu'on est en train de faire à l'Assemblée maintenant, parce qu'on sait que l'Assemblée qui est là est monocolore. Et pour finir, moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est le politique qui parle et non le professeur, parce que depuis que le président de la République vous a reçu à l'Assemblée nationale avant l'élection législative. On a compris que vous estimez que c'est le politique qui parle, c'est pas le professeur qui parle. Merci, à vous, Sébastien Nyonso. On va revenir en studio. Elles sont nombreuses les questions. J'espère qu'on va pouvoir tenir tout ça en moins de 15 minutes parce que l'émission est presque terminée. Oui, d'autant plus qu'il y en a un certain nombre qui portent sur la personne et non pas sur les idées. En général, je ne peux pas répondre aux questions d'attaque personnelle. Est-ce que c'est pas parce qu'on a fait ci que vous avez fait ça? Bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça ne fait pas avancer le débat. Par contre, il y en a un qui se disait, est-ce que le dernier, je commence par le dernier, est-ce qu'il y aurait une différence entre ce dialogue et le fait que le président de la République reste dans son bureau et puis décide de tout ça? Je veux dire, c'est vrai que c'est révélateur d'un état d'esprit général. Et je pense que ça fait partie des éléments de la crise qu'il faut essayer de régler. Comme je disais, y compris devant le président de la République, le jour de la restitution des travaux du dialogue, je me suis dit, monsieur le président de la République, on est dans un pays où s'afficher aux côtés du président de la République est perçu comme un crime. C'est pas normal. Voilà. Et ça participe de ce que je dénonce comme étant la radicalisation de notre vie politique, qui est un danger. Pas seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais pour ceux qui viendront demain. Donc il faudra faire très attention à ne pas simplement se réduire à des... Est-ce qu'il y a une différence, il posait la question? Oui, je pense que oui, incontestablement, parce que si le président avait fait ça, on n'aurait eu aucun espace où Bloc républicain, Union progressiste, FCBE fut-elle contestée, El-Houpé, où ensuite il y a un parti que moi je ne connaissais d'ailleurs pas, que j'ai découvert dans la salle, le parti de M. Adjavon, qui doit être le frère du président Sébastien Adjavon, qui a Flamme Renouvelée, voilà, il était là, et puis il y y avait également le parti. Donc pour vous, l'espoir, c'est d'avoir réuni tout cela. C'est pas plus mal. C'est-à-dire que les gens sont tellement... la finalité, les décisions rejoignent ce que... Ils ont tort. Ils ont tort. Parce que comme je dis toujours, et je le répète une fois de plus, quoi qu'on dise, qu'il y ait eu des Béninois qui profiteront de cette loi d'amnistie, moi je suis plutôt heureux pour eux. Voilà. Ça ne fera pas le bonheur. Parlant de la loi d'amnistie, un auditeur voudrait savoir s'il n'y a pas question de formulation, parce que pour vous, est-ce qu'il y avait qui fait partie des... Non, je pense qu'il n'y a pas de formulation. Il n'a pas été dit clairement que ceux qui sont connus, c'est à eux que ça s'applique. Non, mais est-ce qu'ils ont pris la loi? Ils n'ont qu'à prendre la loi. Juste trois articles. Oui. Voilà, un peu comme tout le monde a désormais la nouvelle constitution qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut prendre ces lois-là et regarder. Je veux dire, bon, tout le monde sait ce que j'ai pu dire à la veille des élections. Bon, je continue de penser que malgré tout, on a une assemblée nationale et voilà, on fait le pari qu'ils feront bien le travail malgré toutes les suspicions. D'ailleurs, je me souviens d'ailleurs que le président Vlavonou avait dit qu'ils avaient plus que les autres législatures un problème de légitimité. Voilà. Bon, ça, je crois que chacun règle son problème. Est-ce que c'est une assemblée légitime, professeur? Quel est l'intérêt de ces débats, M. Salah? Non, je suis pour la question pour essayer dans la même veine. Non. Si on fait ce débat avec l'Assemblée nationale et qu'elle se permet d'aller toucher à ce qu'ils ont appelé jusqu'ici le fétiche du bien, la constitution de notre pays, est-ce qu'il ne faudrait pas vider ce débat de légitimité avant de se... Non, on ne peut pas le vider autrement. On ne peut pas le vider autrement, puisque moi, si vous vous souvenez, moi, mon problème, c'était qu'on n'aille pas à une élection exclusive. À partir du moment où on est allé à une élection exclusive,
nous n'avons pas on n'a pas des thèses qui disent que pour qu'on soit légitime, il faut un tel taux de participation dans les pays de l'Europe de l'Est. Oui, incontestablement, il y a un fort taux d'abstention. Moi-même, je n'ai pas été voté, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Mais est-ce que, parce que je n'ai pas été voté, aujourd'hui, ça ne gêne plus, on ne devrait plus mener le débat de l'illégitimité? Je pense que non. Il faut laisser la législature continuer. Je pense que la question de la légitimité, à la limite, pour des gens qui viennent d'adopter une loi d'amnistie pour libérer des Béninois, ils vont dire ils n'ont qu'à rester. C'est justement. Professeur, expert, rapporteur, quel est le prochain titre? Je ne sais pas de quoi il parle. C'est trop personnel. Voilà, c'est trop personnel. Oui. Et je pense que c'est d'ailleurs ça. Je remercie d'ailleurs beaucoup nos compatriotes parce que j'ai découvert brusquement, à la faveur de ce dialogue et de cette affaire de comité technique, qu'il y en avait beaucoup qui se préoccupait de mon image. Il ne me l'avait jamais dit. Est-ce que ce n'était pas... Je l'avais jamais su. C'est pas pour une manière d'exprimer cette jalousie de vous voir désormais aux côtés ou portant... Je ne sais rien, mais ils n'ont qu'à le dire. Ou toujours rester tout droit. Parce que la preuve, après, on vous a coopté, vous avez été rapporteur, vous avez été dans le comité d'experts, mais on a révisé la Constitution sans entendre l'avis de Victor Tokpanou officiellement. Or, les autres fois, vous donniez votre avis. Vous avez toujours souhaité que ce soit un débat public, un débat populaire. Mais on a révisé la Constitution du Bénin. On n'a même pas vu le test, professeur. On l'a découvert les Béninois, le même jour que les députés le lisaient. Est-ce que c'est une... Je voulais vous interpeller quand même sur cette méthode. On n'a pas vu le test, le projet. Oui, ça fait partie des discussions importantes. Il me semble qu'on a malheureusement escamoté. Une révision constitutionnelle, c'est à la fois une question de forme et une question de fond. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à redire sur la forme. Voilà. C'est tout ce que la forme, la procédure d'urgence, voilà. Tout ce qui est allé... Il y aurait beaucoup de choses à redire. Mais pourquoi les experts à qui le président de la République a demandé d'être aux aguets n'ont rien dit? Oui, depuis que la procédure d'urgence a été, la demande a été effectuée, c'est quand même curieux. Le mardi, parce que du coup, on vous fait porter ça. On vous fait porter ça du coup pour dire que c'est le comité d'experts. C'est pour ça que je vous parle d'aveu d'impuissance. On fait porter à un comité ce qu'on sait bien. Est-ce que finalement ce n'est pas vous qui avez été le repère? À des gens de nous faire porter, c'est tant mieux pour eux, si ça les rend heureux. Vous assumez? Enfin, quand on vous accuse injustement, vous croyez que vous allez vous en faire pour ça? Moi, je ne m'en fais pas du tout. Mais du tout pas. Mais du tout pas. Puisque ce qu'ils disent, je sais que c'est faux. Et que ce qui est faux, avec le temps, finit toujours par être découvert. On ne s'est pas servi de vous, parce que 2 fois déjà, le test n'a pas été révisé. Finalement, on s'est servi d'un dialogue. On a dit finalement... Oui, maintenant, on cherche Victor Tokpanou. Voilà. Vous savez, vous qui êtes ici. Encore qu'à la fin, on a constaté que plusieurs propositions déjà contenues dans les tests rejetés sont revenues. Elles sont passées. Vous savez, tout à l'heure... Est-ce que finalement, vous n'avez pas servi de faire valoir pour qu'on atteigne? C'est trop facile. Est-ce que vous croyez... J'ai aimé la question de l'un des auditeurs tout à l'heure qui disait est-ce que le président n'aurait pas pu tout seul depuis son bureau plutôt que... Mais vous croyez que s'il avait fait, ça aurait changé quoi? Et maintenant, quand ça vous plaît, vous dites oui, il ne peut pas le faire, c'est parce qu'on nous a pris. On devient caution. Article 145, c'était justement ma préoccupation. On devient une caution qui vous plaît, c'est trop facile. Pour ça, Victor Tokpanou, c'était la préoccupation qui m'échappait. L'article 145 sur la question de la ratification. Une proposition qui a fait objet de tollé en 2017 dans le premier projet de révision s'est ramenée. Est-ce que le Parlement, qui est la représentation du peuple, le chef de l'État, dans la position, il peut ratifier les conventions, il rend compte au Parlement 90 jours après? C'était déjà dans les tests rejetés. Voilà, et ça faisait partie des observations que j'avais faites moi-même lorsqu'il y avait ce projet. Je ne pense pas que cette disposition soit pertinente. Je continue de maintenir cette position-là. Même techniquement, je ne sais pas comment le président peut ratifier. Autant dire qu'on supprime la phase de ratification et que sa seule signature engage le pays. C'eût été mieux que de dire qu'on va arracher à l'Assemblée nationale une prérogative qui est la sienne, à savoir la ratification, et la donner au président. Ça veut dire quoi concrètement? Le président prendra un décret de ratification? Ou bien, voilà, je ne vois pas. Si moi j'avais été consulté sur ce point, je n'aurais jamais donné mon avis. Vous ne l'avez pas proposé? Non. Le comité d'experts. Voilà, c'est peut-être ça qui vous a échappé. Est-ce que ce n'était pas ça le risque, Victor Tokpanou, de vous associer à quelque chose qu'en finalité vous n'allez pas maîtriser en termes de contenu, en termes de tout ça? Je l'ai même dit au chef de l'État le jour de la restitution.
que lorsque ça part et qu'on n'est pas à la maîtrise, évidemment, ça peut poser des problèmes. Et moi, quand je le disais, je me fondais sur une disposition de la Constitution qui octroyait aux députés un droit d'amendement. Voilà. Dès l'instant où le droit absolu d'amendement existe, quel que soit le texte que vous avancez, même s'il est parfait en amont, le député, pour des raisons X ou Y, peut le modifier. Et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a soupçonné pendant longtemps les différents chefs d'État qui ont voulu toucher à la Constitution, en se disant, même si les textes qu'ils ont avancés ne comportent pas des dispositions attentatoires aux fondamentaux de la Conférence nationale, il y a un risque à ce que un député dans son voilà. Donc, il y a le risque, il est permanent. Moi, je le sais. Et malgré ça, je dis... Vous ne le savez pas trop grand, surtout avec cette législature-là et les intentions? Oui, encore plus. Mais le problème, ce que vous ne dites pas. Donc, j'ai répondu à votre question. Oui, est-ce que vous espérez une réaction de la part de la Cour constitutionnelle sur cette article 145? J'espère que oui. La Cour va invalider. Et encore faut-il qu'elle soit saisie. Bon, au moins sur le contrôle constitutionnel. Oui, voilà. Donc, oui, moi j'espère bien, parce que franchement, j'aurais encore préféré une formulation qui ne prévoit pas de ratification. Si elle était saisie, vous pouvez la saisir, mais pourquoi pas vous? Pourquoi vous me faites porter des responsabilités qui sont pas la lumière? Quand le veuille ou pas, on vous a appelé expert. Tout le monde n'est pas sachant de la question. Bien sûr. Dans votre domaine, si vous croyez qu'on m'aurait appelé expert, si c'était une question liée aux journalistes, non, à la vie des journalistes. Justement, raison de plus pour que vous fournissiez vous espérez quand même un argumentaire à la Cour constitutionnelle. C'est pas ça ce que moi je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que malgré toutes les suspicions que l'on est en droit d'avoir, quand le test est parti, j'étais convaincu. Je priais pour qu'il revienne, je vais dire, en bonne forme. Et j'avais peur. Votre prière a-t-elle été aussi finalement? Oui. Elle est revenue en bonne forme alors? Oui, en plus ou moins, à l'exception de quelques aspects. C'est-à-dire que rien n'empêchait le système actuel, avec la présence presque unanime à l'Assemblée nationale, de modifier par exemple la durée des mandats. L'article 42, l'article 44, les conditions d'éligibilité, à part la question de... Nous sommes à la fin de cette émission. Ah ben c'est dommage, parce que vous voyez, les vraies questions sont restées à la fin. Ah non, mais on a quand même fait un peu le tout par rapport aux différentes préoccupations qui ont été... Et on sait que vous serez disponible pour revenir quand on vous invitera. À tout moment. Voilà, peut-être finir avec celui qui disait qu'au finish, quelle est la revendication de l'opposition qui a été prise en compte? La libération, par exemple, des détenus politiques à travers la loi d'amnistie. Voilà. Pour moi, c'est un premier pas. Et les autres viennent. C'est vrai, j'avais oublié de lui répondre. Et les parents de ces détenus seront les plus heureux. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Le professeur a dit. Même si le temps ne nous a pas suffi pour aborder certaines questions. On s'est servi de vous. Vous refusez de dire que c'est vous qui avez donné de caution à la révision. Oui, mais je trouve ça trop facile, quoi. Comme si sans moi, ce qui a été fait n'aurait pas été fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été facilitateur pour ce dialogue. Vous êtes un des experts, donc... J'allais dire rapporteur. Il voulait me faire habiller, me faire porter un manteau. Et comme je ne l'ai pas porté, il n'est pas content. Et il invente. Pas du tout. Donc, rapporteur de ce dialogue-là, par la suite dans le comité d'experts, vous avez fait un travail que l'Assemblée nationale a jugé avec tout ce qui est parti par la suite. Vous dites que c'est trop facile de vous accuser. Ce n'était pas un conseil constitutionnel qui avait été réuni et tout ça. Les auditeurs vous auront écouté et auront fait leur opinion de leur côté. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous retrouver prochainement. Landry Salanon. Merci, Satoné Youssou. Merci pour votre présence à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sa langue de bois, ce sera encore dimanche prochain.